Eh bien bonsoir à tous, on est en fin de journée. Notre amie Esther, Esther Musique m'a demandé, donc suite à sa vidéo sur le 78 tours, de faire une petite vidéo. Alors j'espère qu'elle sera pas trop rébarbative. Moi personnellement je suis un grand amateur du support 78 tours. J'en ai depuis plus de 40 ans. Quand j'avais récupéré en 84 ou 84 je crois, ou 85 je sais plus, les 78 tours de mon grand-père, bon, qui était dans un état, disons, on va dire, assez moyen, mais enfin disons que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Je me suis toujours intéressé à ce support, parce que finalement, bon, il y a quand même eu au départ... le premier support vraiment d'enregistrement, c'est le rouleau. Bon, le rouleau, si vous voulez, c'est un peu le même principe que le disque d'ailleurs. Mais par contre, les musiques vraiment très anciennes, on va dire de la fin du 19e siècle, les méthodes d'enregistrement, la technologie, vraiment le son qui en sort, moi, et la nature des œuvres enregistrées, et la restitution que ça en fait, moi c'est pas mon truc. Donc après donc le rouleau, il faut quand même savoir qu'on a eu on est passé enfin au disque. Alors en France, le disque était gravé en profondeur au départ. Ce sont ce qu'on appelle les disques à saphir. C'est une sorte de pointe en verre qui servait à lire les disques en profondeur. Mais assez vite, au cours des années 1920, on est passé à l'enregistrement à gravure latérale, ce qu'on retrouve dans les disques vinyles actuels. Tous sont enregistrés en gravure latérale. Mais à cette époque, nous sommes en monophonie. Donc voilà, il n'y a pas de stéréo, ça n'existe pas, à part certains bricolages expérimentaux, mais enfin bon, on n'en parlera pas ici. L'enregistrement au départ, il n'y a pas d'amplification électrique. C'est quelqu'un qui gueule à l'époque des rouleaux, donc dans un cornet, qui va faire vibrer pendant que le rouleau tourne, etc. Il y a eu quelques disques aussi qui sont sortis comme ça. Là, ce sont ce qu'on appelle des 78 tours acoustiques. Bon, là, le son, effectivement, n'est pas non plus terrible. Le grand perfectionnement va arriver avec ce qu'on a appelé les 78 tours enregistrement électrique ou électronique en réalité, donc on appelait ça électrique. Donc là c'était le grand progrès, et ce fut un grand progrès. Alors évidemment il restait encore le problème de fabriquer de bons amplis linéaires, donc amplificateurs pour graver, etc. Et des bons transducteurs donc, et puis avoir de bons microphones. Or les microphones, au début du microphone, ce sont des micros à charbon, et un peu comme ceux qu'on mettait dans les vieux téléphones qu'on a connus, les S63, c'est un dérivé des microphones à charbon, on peut dire. Bon. Alors ces microphones-là, ça n'a pas une bande passante extraordinaire, et puis il y a aussi surtout, par rapport à la fabrication de l'époque, que le son était légèrement, je dis bien légèrement nasillard. Je dis ça parce que les gens, quand on parle de 78 tours, vont toujours te dire « Ah oui, ce truc nasillard qui chante comme ça, etc. » Alors, ça c'est vrai jusqu'au... Alors, c'est légèrement nasillard jusqu'au 78 tours enregistré en 1933. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1934, chez Columbia, c'est la maison de disques que je maîtrise le mieux. Vous savez pourquoi? Bon. Et donc, arrivent les microphones d'Amérique, arrive le microphone à un ruban. C'était un ruban d'or. Après, il y a un transducteur, bon, je sais pas trop comment il est fait, mais il y a un ruban d'or. Et là, ça permet de faire des enregistrements qui ne sont plus du tout nasillards. Et pourtant, les gens, ils vont toujours te parler, même quand on soit dans les années 30, 40, d'un son nasillard. C'est parce que c'était les phonographes qu'a possédé les gens qui étaient nasillards. Parce que vous savez, ces phonographes
qu'on remontait à la main, etc. Il y en a de très beaux, ce sont de vraies œuvres décoratives, artistiques pour certains. D'autres, c'était ce qu'on appelait des valises. Bon. Mais si vous voulez, la technologie, donc sans électricité, sans amplification, ça passait dans un système de tubes, etc., et de pavillons. Et ça crée un son à la restitution nasillard. Alors il faut savoir que dans l'histoire du rouleau et du disque 78 tours, hein, bon, parce que ça commence toujours, je reviens au rouleau, on a toujours su enregistrer de manière meilleure le son plutôt que de le relire. En fait, les problèmes importants, c'est pas tellement à l'enregistrement qu'on les a eus, c'est surtout à la lecture. Parce que finalement, à partir du début des années 30, on sait faire de bons enregistrements. Par contre, pour les relire, c'est pas terrible. Faut dire ce qui est. Et à partir de 1934, comme je le dis, là, vraiment, on fait de très très bons disques. Vous avez eu, mais enfin bon, vous ne connaissez pas encore ce versant, puisque j'attaque un peu des lives, j'en fais un demain soir d'ailleurs. Bon, enfin, quand vous aurez la vidéo, bon, il y aura peut-être 2 ou 3 lives, j'en sais rien. Je vous ferai écouter le son, c'est pas du tout nasillard, sauf les 78 tours enregistrés avant 1934 peuvent être vus comme légèrement nasillard, mais c'est tout à fait supportable. C'est pas quelque chose comme ça d'abominable, alors que les gens ont entendu ce son-là et ils cherchent toujours à retrouver ce son-là de leur enfance. Je parle pour des gens qui maintenant sont très âgés. Personnellement, je trouve ça horrible. Il faut essayer de relire le disque avec le son qui a été gravé et non pas parce qu'il a été mal restitué pendant 50 ans. On savait pas faire des bons appareils avant les années 60-70 au moins. Bon. Voilà, bon, donc moi j'essaye d'être au plus près de ce qui a été enregistré. Voilà. Et alors, c'est surtout important lorsqu'on possède des enregistrements, des œuvres qui ont été nativement enregistrées en 78 tours avec les technologies de l'époque. Parce qu'évidemment, on va pas s'amuser en 2025 à enregistrer avec du matériel qu'on aurait sauvé, à graver donc des flancs de cire, etc., pour retrouver un son qui est quand même, par rapport à ce qu'on sait faire maintenant, qui est quand même en partie incomplet. Voilà, bon, voilà, la gamme de fréquences n'est pas non plus extraordinairement étendue, mais c'est pour ça que malgré tout, que lorsque par exemple on prend des... Voilà, je vais prendre un 78 tours qui... Alors, j'ai pas regardé la date, mais ça doit être de vers 1900... Enfin, c'est un enregistrement qui est très ancien, qui doit dater de vers 1931. Alors même si le pressage lui-même déjà, c'est déjà une réédition. Je le sais avec la taille du macaron. Voilà, le 78 tours, si vous voulez, ce sont des séries de mutations et de perfectionnements techniques qui interviennent en France ou à l'étranger. Alors certains pays ont retenu des solutions, d'autres solutions. La France, au départ, comme tous les autres pays, gravait des disques en en fabriquant ce qu'on appelle des galettes qui étaient faites d'une seule et même matière, donc un seul composant, une pâte, et ces galettes, on les mettait sous presse. Alors ce n'est pas, je tiens à le dire, comme le disque vinyle, où quand on peut voir des reportages de fabrication de disques vinyles, ils prennent une sorte de pavé ou de boule, enfin voilà, un petit truc comme ça, ils le mettent dans la machine et ça presse le disque et vous voyez, le vinyle va se répartir à plat, etc. Là, dans le 78 tours, c'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des galettes qui sont déjà préfabriquées ailleurs, avec des constituants. Alors il y a des poudres de carbone, des poudres de graphite. Le liant était ce qu'on appelait le shellac. Donc c'est un composant qui était extrait d'un insecte qui venait d'Asie d'ailleurs. Ça faisait une sorte de glu, quoi, si on veut. Bon, alors il y a des vidéos qui vont parler de ça mieux que moi, hein. Et donc on fait ce matériau composite, mais il n'y a qu'un seul matériau, donc
on fabrique des galettes qui sont complètement noires, et on les met, alors on met l'étiquette en dessous et au-dessus, hop, hop, et on presse avec des presses de 100 tonnes. Et on obtient à la fin un disque, je vais vous montrer celui-ci, qui est fabriqué en Grande-Bretagne. C'est un disque de Tino Rossi, mais il a été pressé en Grande-Bretagne. Alors pourquoi il est neuf d'ailleurs? Alors voilà, bien qu'il porte la référence française, mais ça c'est des particularités. Hein. Bon, celui-là il est bien made in England. Donc il a été pressé, je crois, quelque chose comme il a dû être pressé en 34-35, celui-là, à peu près. Et donc ce disque-là, il est fait d'une seule pâte. L'avantage, c'est que c'est très simple à fabriquer. C'est beaucoup plus simple que ce que nous avons fait nous en France. Par contre, le problème de la pâte, c'est qu'elle est un peu... elle n'est pas parfaite, puisqu'il faut qu'elle ait une certaine solidité. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que, si vous voulez, on presse avec une pâte qui n'est pas d'une finesse extrême, malheureusement. Et donc, vous avez beaucoup de friture. Les disques anglais, même si vous les avez neufs, ils souffrent de beaucoup de friture. Donc, ce sont des disques qu'il faut absolument, si j'ose dire, ne pas collectionner, sauf ceux qui n'ont existé qu'en Grande-Bretagne. Pourquoi je dis ça? Parce que Tino Rossi a enregistré tout en France, à part 4 titres en Italie, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Et par contre, ceux qui étaient fabriqués en Grande-Bretagne, dans d'autres pays comme ça, utilisaient donc cette technologie dite de solid back. Voilà, c'est la matière, c'est une seule matière, composite. Et on aboutissait à des disques avec une friture considérable. Donc c'est vraiment à éviter. Et il faut essayer d'avoir des disques français, c'est-à-dire des disques pressés en France, qui soient pressés. Alors je prends ce disque de Georges Thiel, voilà, donc très ancien. Alors bien que celui-là ait été fabriqué après, à partir de 1933, parce que l'étiquette a changé de diamètre. Autrefois, les disques, avant 1933, avant juin 33 exactement, pâté, presse avec une étiquette qui est un petit peu plus grosse, voilà. Et là, pour gagner un peu en durée, donc gagner quelques sillons supplémentaires vers la fin du disque, on a un petit peu réduit la taille du macaron. On appelait ça aussi le macaron, hein, bon. L'étiquette, le macaron. Et donc, voilà, on obtient ces disques. Alors en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une autre méthode qui coûte plus cher à fabriquer, mais par contre qu'on va retrouver quand on fait des grandes séries. Comment faisons-nous? On prépare toujours une galette, mais la galette, elle va être multicouche. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une première galette très très fine. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut commencer par le milieu du sandwich. C'est comme un sandwich. C'est comme un hamburger exactement, voilà. C'est la technique, allez, on va appeler ça du hamburger. On s'est dit, on va utiliser pour le centre du disque, après tout, on s'en fout que la pâte elle soit rugueuse, pas bien broyée, avec un grain plus gros. On va utiliser une pâte comme ça, qui est vraiment, on va dire, pas chère, abondante, facile à fabriquer, pour faire le milieu du disque, le centre du disque. Ensuite, on va y poser 2 fines couches de papier carton. C'est un genre de carton très très fin, sur chaque face. Et par-dessus, on va y mettre, de chaque côté, 2 autres galettes. Alors ce sont des poudres en fait, hein, bon. Alors, ne me dites pas trop comment c'est fabriqué, mais grosso modo, le principe c'est que de chaque côté du disque, vous allez avoir une pâte qui va être super fine. Donc avec un grain ultra fin, et du coup, le disque, il n'y aura pas, ou pratiquement pas, l'effet de friture. Donc voilà le système du sandwich, hein, du hamburger, on appelle comme on veut. Et c'est comme ça qu'en France, très très tôt, je dirais à partir de 1930 facilement,
on a, peut-être même avant, hein, je ne sais pas exactement, on a cette technique du sandwich qui est utilisée et qui permet de faire la renommée d'ailleurs des disques français. Vu qu'en France, je crois même qu'on a été le premier à utiliser, et le premier, peut-être même l'un des seuls d'ailleurs, à utiliser cette technique. Et c'est ça qui faisait qu'on avait des disques qu'on garantissait sans grésillement, etc. Bon, lorsqu'ils étaient bien fabriqués. Voilà. Et donc là, on a la production française des 78 tours qui va comme ça continuer jusqu'en 1950. Alors évidemment, entre-temps, il y a des progrès continus qui se produisent dans le disque. On améliore les amplificateurs, on améliore les systèmes de gravure des flancs, parce qu'au départ, en fait, il n'y a pas d'enregistrement sur bande magnétique. Hein. On commence à partir d'un flanc de cire vierge. Alors c'est un flanc qui est épais à peu près comme ça, j'en ai vu, hein. En vrai, c'est un ami du Phonomuséum, donc qui gère le conservateur du Phonomuséum, dont je suis président de l'association hein, depuis l'an dernier, qui m'a montré ces flancs de cire. Une cire un peu marron, un peu comme du chocolat au lait, on dirait, voilà. Qui permet de graver la musique comme ça. Donc, c'est l'enregistrement en direct, il n'y a pas de montage. S'il y a une fausse note, si le chanteur se loupe, déraille, etc., s'il y a des mauvaises synchronisations, on annule. Le flanc de cire, on le rabote, on peut le raboter un certain nombre de fois. Hein, chaque fois on enlève une couche et on recommence. Quand on pense qu'on a une bonne interprétation qui est gravée dans la cire, à ce moment-là, alors on a un problème avec la cire, c'est un peu comme, on va dire, je ne veux pas dire comme du beurre, mais enfin c'est très tendre, c'est un peu comme du chocolat, vraiment. Donc si on s'amuse à lire les flancs de cire qu'on vient de graver, on va les abîmer, on va les esquinter. Mais à la première lecture, on les esquinte, donc on ne peut pas le faire. Donc quand on pense que le disque est bon, le flanc de cire est bon, alors déjà en fait les spécialistes vont le regarder au microscope pour voir s'il n'y a pas un problème dans le sillonnage, qu'il n'y ait pas deux sillons qui se touchent, etc. Dans ces cas-là, on ne peut pas non plus accepter le flanc, il faut recommencer. Et bon, si la gravure est bonne, on l'envoie à l'usine. Parce que là, on était en studio d'enregistrement. On l'envoie à l'usine qui était l'usine principale, on va dire. Je prends le grand fabricant qui faisait de la qualité, c'était l'usine Pathé à Chatou. Et donc là, il y avait des services qui étaient spécialisés pour ce qu'on appelle tirer les matrices en fait. Hein, bon. Donc alors le principe, donc une fois qu'on a gravé le flanc de cire, ça se passe par galvanoplastie. Et c'est toujours comme ça. Hein, bon. Voilà, une opération de dorure. Alors à l'époque, on faisait une dorure à leur fin sur le flanc d'enregistrement. Puis une opération d'induction de bichromate. Et enfin une opération d'épaississement par électrolyse de cuivre. On chargeait avec du cuivre pour faire quelque chose qui soit assez épais. Pendant une durée d'environ 18 heures. On va tirer à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir le disque pair. Le disque pair, c'est en fait le négatif du flanc de cire. Lorsqu'on fait cette opération, le flanc de cire est irrémédiablement détruit. Donc il y a un transfert du relief sur le disque pair, et c'est ce disque pair. Alors il y a deux solutions, soit on presse directement les disques avec le disque pair, mais au bout de quelques centaines, je crois que c'était même une centaine de 78 tours, le pair était mort, donc on ne pouvait pas se permettre ça. Donc à ce moment-là, on refait une galvanoplastie, et on va tirer une première mère métallique. La mère métallique, c'est le positif du flanc de cire. Donc elle, on peut l'écouter. Alors, à partir de là, en général, ils pouvaient l'écouter une fois ou deux. La première mère. Si c'était bon, ils continuaient l'opération. Ils refaisaient une galvanoplastie pour tirer une première matrice.
La matrice, ou un disque phi, on appelait ça. Il y a les deux termes. La matrice, c'est le négatif du flanc. Et à partir d'une matrice, on peut presser un certain nombre de disques. Alors en 78 tours, c'était une centaine. Pourquoi? Parce que les presses faisaient 100 tonnes. On était obligé de presser beaucoup plus fort que le vinyle, qui est le PVC, donc qui est beaucoup plus tendre. Donc il fallait une énergie folle, des presses à vapeur très costauds. Et c'est une centaine de tonnes qu'il fallait. Voilà. Vous imaginez un truc comme ça qui est pressé, une centaine de tonnes, et ça résistait. Et donc c'est comme ça qu'on transférait la gravure dans le disque final. Alors, au départ, on commençait pas la fabrication en grand nombre. On tirait quelques test pressing. Alors, c'est vrai que j'en ai pas montré là, j'en ai quelques-uns. C'était des disques à étiquette blanche. Une étiquette toute blanche, écrite à la main. Et donc, à partir de là, on en fabriquait 4 ou 5. Ça repartait à la maison de disques, donc chez Columbia pour Tino Rossi. Et là, il faisait les écoutes. Il faisait les écoutes pour voir si vraiment le chanteur avait bien chanté, l'orchestre, etc. Si le son sort bien, si ça a été bien réglé, qu'il n'y ait pas trop de saturation, etc., etc. Donc à ce moment-là, le service artistique et commercial, il y a le service technique, il y a plusieurs services, et tout le monde et l'artiste aussi, tout le monde doit donner son accord, parce que si l'artiste dit non, je suis pas content, ça sortait pas. Bon. Donc voilà, il fallait que tout le monde valide, le service commercial, le service technique et l'artiste, et s'il y avait le visa de chacun, hop, c'est bon, on pressait, et on commençait la série. Alors l'avantage avec le disque pair, c'est qu'on peut tirer plusieurs mers métalliques, et avec une mer métallique, on peut tirer plusieurs matrices. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai vraiment le nombre. Donc les mers métalliques, voilà, étaient nickelées aussi. Voilà, j'ai oublié qu'il y avait un nickelage. Bon, mais ça c'est comme le micro-sillon. Hein. Voilà. Les mers métalliques, etc. Disque phi, voilà. Le test pressing, voilà. Alors les test pressing, jusqu'à très tardivement dans l'histoire du disque, jusque vers 1974-75, jusqu'en 75 je crois, ils sont monofaces, donc même pour le vinyle en fait. Les test pressing jusqu'en 75, ils sont monofaces. Ce n'est qu'après, à peu près, hein, ce n'est qu'après qu'ils deviennent double face. Donc en 78 tours, on trouve toujours uniquement des test pressing monophase. Donc il y a une chanson que d'un côté, l'autre côté, il n'y a rien. Voilà, c'est lisse. Voilà, donc il faut donc 2 mers métalliques pour 2 matrices, puis 2 matrices pour aboutir à un 10-78 tours, donc pour chaque face. Hein, bon. Donc, on grave bien en direct des flancs. Alors, le flanc de cire, comme c'est de la cire, pour le graver, si vous voulez, facilement, on a trouvé la solution, c'est que le burin graveur, c'est comme ça qu'on l'appelle, bon, donc le flanc il tourne et puis le burin vibre, il était chauffé, donc il y avait des résistances électriques dedans, et on le chauffait, alors il fallait chauffer juste assez pour bien ramollir la cire, mais pas trop, parce que sinon ça fond tout, quoi. Donc voilà, après c'est des réglages, et c'est ça qui fait, c'est toute une chaîne qui fait que toutes ces opérations que je vous dis, donc de l'enregistre, la prise de son, les réglages d'amplification, la micro-déviation avec laquelle on va graver sur le flanc de cire, la température, etc., puis les diverses opérations de dédoublement, de galvanoplastie, etc. Ces opérations, il faut qu'elles soient toutes parfaitement réussies, parce qu'il suffit qu'il y en ait une seule qui soit pas bien réussie, et les défauts vont se transmettre à toute la lignée. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, il faut... ça demande un travail de précision, c'est un travail d'artisan, artiste, quoi. Hein. C'est vraiment... attention, puis vous aviez des employés à l'époque
qui était vraiment connu. Voilà, il prenait des gens qui étaient particulièrement bons dans ce qu'ils faisaient pour sortir la meilleure qualité possible. Hein, bon. Donc, et on va comme ça, on va fabriquer des disques avec des perfectionnements techniques jusqu'en 1947. Entre-temps, il y a eu la guerre mondiale. Donc à partir de 1940-41, on a un manque de shellac, donc cette matière première, et même de graphite, parce que bon, on est sous occupation, la guerre mondiale est enclenchée, les Allemands détournent le maximum de ressources, et donc du coup on est même obligé de limiter la fabrication, l'enregistrement de chansons, c'était pas plus de 3 disques par an, je crois, quelque chose comme ça, donc 6 phases de disques. Même Tino en 1942, je crois qu'il en a enregistré très très peu, je crois. C'est 3, peut-être qu'il en a eu un quatrième, mais bon, il faudrait voir ça. Mais enfin, il y en a très très peu. Hein. En 42, c'est l'année la pire de toutes. 41, 42, 43, bon, mais 42, c'est vraiment l'année la pire. Et avec ça, comme il n'y a plus vraiment de matière première, ce qui s'est passé, c'est que on a fait du recyclage. On a réutilisé y compris pour la fameuse poudre d'ultra bonne qualité qu'on mettait donc sur chaque face. Je parle même pas de la poudre qu'on mettait au milieu du disque, celle-là, bon, on s'en fiche. Ben, même cette poudre-là, on pouvait plus, on n'en avait plus. Et donc, on a fait du recyclage des vieux disques. Les disques qui étaient ce qu'on appelait à saphir, que je vous ai parlé, donc qui sont arrivés entre les disques qu'on connaît nous, les 78 tours qu'on trouve encore communément, et donc on a récupéré tous ces vieux disques d'avant 1918-1920. C'est comme ça qu'une grosse partie du patrimoine vocal, comme on dit, a disparu pendant la guerre pour recycler et pouvoir continuer pour que l'industrie puisse fabriquer encore des disques. Alors ces disques-là sont de qualité très inégale, ils ont beaucoup plus de souffle, même si le souffle est continu. C'est pas un jeu de mots, mais c'est la vérité, Esther. Et donc le souffle, il est continu, mais il est immunité au bruit, si vous voulez. Elle est beaucoup plus faible et le souffle est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est vrai que c'est pas terrible, et c'est pour ça que moi-même qui ai des disques pressés pendant la guerre, alors certaines séries sont meilleures que d'autres, certains titres ont été gravés après la guerre et sont nettement meilleurs, mais il faut quand même savoir que à la fin de l'occupation, donc à partir de 1945, 45, 46, 47, les pâtes, même si elles sont censées redevenir mieux que pendant l'occupation, en réalité elles sont pas terribles, elles sont souvent même moins bonnes, elles ont du crépitement, enfin, il y a des choses ça va pas. C'est pas terrible. Donc il y a des périodes de disques comme ça qui sont pas fameuses dans l'histoire du 78 tours, il faut le savoir. Alors il faut essayer de trouver ou des éditions d'avant ou d'après, mais des fois on est complètement coincé. Hein, bon. Des fois on n'a pas le choix. Si un disque n'a pas eu beaucoup de tirage et qu'il est sorti en 1942 ou 43, ben voilà, là c'est vraiment les pires années quoi, au niveau qualité. Et on doit faire avec ce qui reste. Hein, bon, c'est comme ça. C'est l'aventure, comme on dit. Et donc, à partir de 1948 jusqu'en 1950, ce qu'on fait, c'est qu'on ne grave plus de flancs de cire, parce que chaque fois, vous vous rendez compte qu'on rabote les flancs de cire, on gaspille des flancs de cire, etc. Et on a trouvé une solution, c'est qu'on a conservé les mêmes équipements, on grave toujours sur des flancs de cire chauffés, mais ce qu'on fait, c'est que on enregistre l'orchestre sur des bandes en fer, des bandes ou du fil de fer. Voilà, on appelait ça le fil de fer. Et parce que le fil de fer peut se magnétiser, donc il faut le savoir. Et donc, alors c'est un certain fer avec un certain dosage, certainement d'impureté. Bon, bref. Donc c'est l'ancêtre de la bande magnétique enduite d'oxyde en fait. Et à partir de là, pendant 3 petites années, on va enregistrer des disques comme ça. Alors du coup, ce qu'on peut faire, l'avantage du fil de fer, c'est qu'on peut le relire immédiatement.
On ne doit pas passer par une étape d'envoyer le flanc à l'usine, etc. Faire tirer le paire, une première mère, une matrice, presser, des test pressing, retour, enfin ça prend 15 jours cette affaire-là. Là vraiment on pouvait réécouter d'entrée. Si on validait le truc, ça partait directement en usine. On fabriquait quand même, alors on faisait la transcription, on repassait le truc dans l'ampli, on gravait, etc. Un flanc de cire, on faisait les tirages, voilà, le paire, la mère métallique, etc. On tirait quelques test pressing, on vérifiait que ça s'était bien passé, en général ça se passait très bien, et on validait, et c'était commercialisé. Voilà. Et puis après, en 51, il y a eu une révolution dans 78 tours. Alors déjà, les flancs de cire, c'est fini. On arrête tout. Il y a eu plusieurs évolutions simultanées. Il y a eu vraiment une révolution. C'était plus des évolutions, c'était une révolution dans 78 tours. Déjà, on remplace le flanc de cire par ce qu'on appelle des disques pyrales. C'est un disque qui a une âme, donc un disque qui est en aluminium et qui est recouverte d'un vernis cellulosique de couleur foncée, presque noire. Ce disque-là est entièrement lisse, beaucoup plus dur en fait qu'un flanc de cire, et il va être gravé avec comment ça s'appelle, un système de gravure. Et ils vont en profiter pour amincir le sillon, parce qu'en 78 tours, on n'est pas en micro-sillon, on est en sillon standard. Alors, à partir de 51, on reste toujours en sillon standard. Mais disons que au lieu de faire dans le même espace, disons, jusqu'à présent on faisait 4 tours, on peut faire 5 tours. Vous voyez, on place un 5e tour. Donc on peut rallonger sensiblement les durées de chansons qu'on peut graver pour un même diamètre. Ici, c'est ce qu'on appelle le format standard en 78 tours, c'était de 10 pouces. Maintenant, c'est devenu un format minoritaire et qu'il existe toujours en 33 tours. Mais bon, à cette époque, il existe des petits 78 tours. Il y en a aussi qui font 12 pouces ou 12 pouces et demi, un petit peu plus grand que le 33 tours qu'on connaît, un tout petit peu plus. Hein. Et bon, voilà, après il y a eu des formats non normalisés, ben, enfin bon, on n'en parlera pas. Et donc, vous avez toute cette fabrication qui change, et là on enregistre à partir de magnétophones à bande aussi. Donc vous avez d'un côté magnétophone à bande, où là on a un son, on a vraiment tout le spectre qui est vraiment le spectre audible est enregistré. Donc on va dire de 30 Hz à je dirais jusqu'à 13-14 000 Hz, disons tandis qu'avant on s'arrêtait on avait un décrochement à partir de 6 000 Hz. Il restait un petit peu, mais après ça décroît très vite. Hein, bon. Donc vraiment on améliore la bande passante aussi. On a des graveurs qui sont améliorés, électroniquement parlant. Le sillonnage est légèrement plus fin. La durée augmente légèrement. En plus, on change la fabrication des galettes. Donc je vous ai montré des disques comme ici, vous voyez l'étiquette dorée. En France, nous conservons toujours, chez Pathé je parle, parce qu'il y a d'autres fabricants qui utilisent toujours un seul composant, la pâte et une boule, etc. et avec beaucoup de friture. Hein, mais bon, en France, chez EMI, Columbia, enfin Pathé, le disque, il est pareil, mais si vous observez, regardez bien, vous allez comprendre, l'étiquette, elle est plus dorée, elle est argentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces disques-là ne passent plus, ne doivent jamais être passés sur ce qu'on appelle le phonographe à manivelle avec la grosse tête lourde qui vient tomber dessus et vas-y quoi. Tu fais ça en une fois, ton disque il est irrémédiablement esquinté. En une seule fois. Ça veut dire, l'étiquette argentée, c'est pas pour décorer, c'est pas comme ça on s'est dit on va changer l'étiquette parce qu'il y en a marre du doré, c'est pas vrai. Ça c'est pour indiquer aux gens que c'est un 78 tours qui doit être lu
sur un pick-up au bras léger. C'est-à-dire de 10 grammes, ce qui est énorme, 10 grammes maximum. Mais pour l'époque, c'est un super perfectionnement, parce que les têtes d'avant, elles pesaient, je crois, pas loin d'une centaine de grammes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, la pression qui est mise dans le sillon au mètre carré, c'est abominable. Donc voilà. Par exemple, ce disque l'enregistrement est très ancien, il doit dater de 29 ou 30, quand Georges Thiel enregistre, voilà, je prends cette face-là, Le rêve passe, c'est un titre très connu, chanson un peu guerrière, etc. Bon. Et donc, mais ça c'est un repressage qui doit dater de 1951 ou 52, enfin d'avant 56, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en 56, on fabrique les derniers 78 tours, et après, Pathé Marconi arrête le 78 tours, courant 56, la fabrication. Alors vous avez Philips, qui lui donc employait la technique du solid back, donc il n'y a pas toutes ces sous-couches de matière, etc. Différentes, il n'y a qu'une seule matière. Mais eux, il y a beaucoup de friture, voilà. Les 78 tours de Philips, c'est pas fameux. Mais bon, c'est comme ça. Bon, heureusement, Tino n'était pas chez Philips. Il n'était pas dans le groupe Philips, il était dans le groupe Pathé, puisque Columbia a été absorbé en 1949 par Pathé, mais déjà, dès le début, c'était Pathé qui fabriquait les disques en sous-traitance, donc. Et donc, vous avez ces disques-là, alors, ils ont aussi une patte, il n'y a plus de shellac dedans, alors ça, c'est depuis à partir de 1948. Déjà, on supprime donc cet ingrédient naturel qui vient d'un insecte broyé qui se noie, enfin bon, qui se noie dans sa glu, etc. Enfin bon, bref. C'était la cochenille, je crois, qui donnait cette matière. On a commencé par employer des résines phénoliques, ou des dérivés du pétrole ou des apparentés. Voilà. Et à partir de 1951, ce sont carrément, vraiment à partir du pétrole, mais c'est pas encore du PVC, c'est une autre matière, c'est pas de la vinylite, voilà, ce sont des nouvelles poudres qui sont faites à partir de pétrole, qui ont un grain beaucoup plus fin que ce qu'ils faisaient jusqu'alors, et sauf problème de fabrication, parce que ça arrivait aussi. Vous avez un son qui est vraiment nettement meilleur. Par contre, c'est une poudre qui est plus tendre, plus fragile, et ça s'use beaucoup plus vite. Voilà, il faut le savoir. Donc, à chaque fois, vous avez avantages, inconvénients dans les disques. Alors, vous avez aussi des disques, ça se produit malheureusement à certaines époques, notamment dans les fameuses années un peu hybrides, où quand on introduit la résine phénolique, je pense qu'il devait y avoir un problème de réglage au niveau du pressage, etc. Vous avez des disques, ce qu'on appelle cycliques. Le disque cyclique, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un souffle discontinu, justement. Puisque le souffle, un bon disque qui est neuf, non seulement ne doit pas souffrir de distorsion, donc d'usure, etc., ou de toc, de craquement, mais il faut que son souffle soit continu, parce que sinon, vous avez un disque, vous tournez, à chaque tour, ça fait ça. Vous avez le souffle qui n'est pas continu, et ça c'est très désagréable. Ça indique un problème de pressage. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Le mieux, c'est d'essayer d'acheter, de racheter, et jusqu'à arriver à retrouver le disque en neuf avec un disque qui n'est pas ce souffle discontinu, ou alors qu'il soit le plus faible possible. Donc il y a des périodes, voilà, je dis entre 48 et 1950, vous avez des périodes où ça arrive nettement plus souvent. Alors à quoi c'est dû? Problème de réglage à mon avis. Lorsqu'ils changeaient les matières de fabrication, donc des disques, on peut penser qu'ils aient mis un certain temps à trouver la solution pour aboutir à des pressages parfaits. Voilà, c'est un petit peu le truc. Alors évidemment, vous vous rendez compte que quand est arrivé le micro-sillon, donc avec le 45 tours et le 33 tours, au début, les
les 45 tours et 33 tours qui étaient fabriqués, en fait, alors au niveau du pressage, en général, ça allait. Enfin, des fois, il y avait des défauts d'empreinte, maîtrisait pas. Et puis, pour les gravures aussi, c'était pas bien réussi. Les réglages étaient pas fameux non plus. Et pendant la période de transition en France, donc de 1953 à 1956, on va dire, quand on a commencé à sortir les premiers micro-sillons en France, eh bien, il y avait des chansons qui sortaient sur les deux supports. 45 tours, en général, et 78 tours. Eh bien, au tout début, très souvent, il vaut mieux avoir le 78 tours au niveau sonorité que le 45 tours. 45 tours, il est plat, il manque d'aigus, vous allez avoir plus d'aigus, et en plus une meilleure profondeur du son, meilleur relief, bien que ce soit en mono, hein, sur des 78 tours, parce que les 78 tours, on en fabrique depuis très longtemps, les presses, elles sont connues, on connaît, on sait les enregistrer, on a déjà l'expérience, etc. Tandis que le micro-sillon qui est pressé avec une matière beaucoup plus molle, le vinyle, des boules donc qu'on presse, etc. Le micro-sillon est donc un sillon beaucoup plus étroit, donc les graveurs, on maîtrise encore pas très bien les techniques, et on va dire les 3 premières années, c'est pas terrible, il faut vraiment attendre à partir de 1956-57 pour avoir des gravures intéressantes. Alors, il y a donc un collectionneur là, qui est passé avant, donc rock'n'roll, vinyle ou story, je sais plus, bon, tu m'excuseras, hein, je ne vais pas mémoriser ton pseudo, donc qui a des 78 tours de rock'n'roll, donc voilà, de Elvis Presley, je suppose, etc. Et donc oui, il est probable que le son, la sonorité soit meilleure que sur les 45 tours, s'ils ont existé avec une production donc à cheval, parce que le 78 tours était à ce moment-là, dans les années 50, était parfaitement maîtrisé. C'est tout. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, qui collectionne un artiste, Tino Rossi, qui a enregistré à partir du 1er décembre 1932 jusqu'à son décès, donc, enfin il a enregistré jusqu'en octobre 82, on va dire, sans compter les derniers lives, donc en fin 82. C'est pour ça que je m'escrime à retrouver les 78 tours originaux pour m'approcher au mieux du son. Voilà. Alors après, dans les 78 tours, il vaut mieux pas forcément avoir le premier tirage. Des fois, il faut bien connaître sa discographie. Des fois, il vaut mieux avoir les premiers tirages. Des fois, il vaut mieux avoir des rééditions d'après-guerre. Pendant la guerre, il faut essayer, pour les disques de pendant la guerre, il faut essayer d'avoir des rééditions d'après-guerre. Ça, c'est systématique. Mais certains disques n'ont pas été réédités en après-guerre. Des fois, vous avez eu des remontages, vous n'avez qu'une seule face qui est ressortie, etc. Bon. Des fois, quand vous avez des rééditions, vous allez avoir une des faces qui va être effectivement meilleure que celle enregistrée quelques années avant. Par contre, l'autre face, eh ben, elle va être usée, parce qu'ils n'avaient plus de matrice en suffisamment bon état. Il y avait eu tellement de tirages, et puis les matrices, elles ne s'usent pas toutes à la même vitesse. Hein. Il y a toujours eu un mystère. Vous avez des matrices et des mers métalliques qui vont donner plus de disques que d'autres. Alors ça dépend comment ils ont été fabriqués. Est-ce qu'ils ont été suffisamment chargés en nickel ou pas? Est-ce que la presse a trop pressé? Est-ce qu'elle était un peu trop forte? Il y avait peut-être plus de 100 tonnes. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas, il y a une foultitude de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous avez même après les matrices qui étaient anciennes, bien avant la guerre, qui ont pu, même si c'était conservé au mieux dans des coffres-forts,
s'oxyder parce qu'il y a des réactions, même s'il n'y a pas d'humidité, vous avez des réactions entre le cuivre, le nickel, etc. Donc vous allez avoir des réactions qui se passent, il y a des tensions internes en fait, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais quand vous allez presser, vous allez avoir des défauts bizarres. Voilà, donc moi par exemple pour Tino Rossi, je sais, quand je rentre un lot, une collection, je me dis, ah, bon, ça va pas aller, vraisemblablement, je vérifie évidemment. Je dis, ah, par contre, quand je vois certains disques, je me dis, ah là, il y a peut-être un bon pressage, un pressage même de qualité supérieure, parce que il y avait une sorte de qualité standard qui était validée, et puis des fois, quand tout a été, toutes les étapes ont été parfaitement réussies, même de manière meilleure que la normale, et bien vous allez obtenir un disque qui est mieux que tous les autres. Voilà. C'est vraiment, on croirait même pas que c'est un 78 tours presque. Voilà, c'est ça le truc. Et donc évidemment, lorsque comme moi on cherche à s'approcher au mieux de l'artiste et de la voix de l'artiste, ben à ce moment-là, vous allez avoir des disques qui vont être bien meilleurs que les autres et un collectionneur, c'est ça qu'il cherche, quoi. À la différence d'un ramasseur. Un ramasseur, lui, il veut de la masse, il veut de la quantité, mais la qualité, bon, c'est pas sa priorité. Voilà. Un collectionneur qui vraiment veut aller jusqu'au bout du truc, il va faire, voilà, il sera comme moi. Alors, j'ai acheté je ne sais combien de milliers de disques, peut-être en 78 tours, je parle que du 78 tours, j'en ai peut-être acheté plus de 10 000, quoi, rien que de Tino Rossi. Hein. Mais bon, beaucoup sont partis au compacteur, hein, comme j'aime à le dire en rigolant, voilà, bon. Donc voilà un peu mon expérience partagée sur la complexité du disque 78 tours, qui est bien plus complexe que le vinyle. Ça coûtait beaucoup plus cher à presser, parce que les presses de 100 tonnes, eh bien, il faut beaucoup de vapeur, donc beaucoup plus d'énergie que pour un vinyle, hein, pour un 33 tours, un 45 tours. Donc voilà un petit peu. Bah, écoutez, j'espère que ça sera pas trop barbant, ma vidéo. On m'avait dit en moins d'une demi-heure, mais je suis à 47 minutes, j'en suis navré. Écoute, voilà, je vais t'envoyer la vidéo, mon cher Esther. Tu en fais ce que tu veux. Bon, moi peut-être que je la publierai aussi plus tard, voilà, en tant que, voilà, bon, bref. Allez, de toute manière, la batterie est quasiment vide, ça va bientôt couper. Donc je vous dis, je vous salue tous, et puis je vous dis, ben écoutez, à une prochaine.